Thomas Melogno, bonjour. Bonjour. Les coupes budgétaires décidées par Donald Trump dans l'aide humanitaire, ça représente combien de milliards de dollars par an en réalité ? Alors, USAID, l'institution qui gérait ce programme aux États-Unis, avait un budget de 42 milliards de dollars par an. Donc un budget vraiment très important. Et il gère à la fois de l'aide humanitaire, alimentaire par exemple, ou l'aide qui peut arriver à des réfugiés, mais aussi de l'aide au développement, du financement du développement de l'activité économique. Donc c'est un budget très important qui est supprimé pour ces deux grands types d'activités. Et en plus, les États-Unis ont coupé leur aide à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS ? Alors oui, si vous regardez le budget de l'année prochaine pour les États-Unis, qui est actuellement en débat, il y a une proposition qui a été faite par l'administration Trump. Il y a des réductions qui sont faites à la fois sur les activités qui étaient celles d'USAID, mais aussi les contributions des États-Unis à un certain nombre d'institutions internationales. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a une réduction de 500 millions, ça avait été annoncé assez tôt. Les États-Unis ont aussi supprimé, par exemple, leur contribution à la Banque africaine de développement, pour laquelle un nouveau président vient d'être élu. Donc c'est pas seulement dans la santé, il y a aussi d'autres institutions internationales où il y a des réductions budgétaires américaines. Est-ce que ces quelques 40 milliards de dollars vont être tous supprimés ? Alors sur l'USAID, une partie va être gérée par le département d'État. Il y a notamment un fonds qui s'appelle le fonds America First qui a été créé au département d'État et qui cite l'objectif de contrer l'influence de la Chine, mais aussi d'aider des alliés. L'Inde et la Jordanie sont cités dans le projet de budget américain. Donc il y a certaines activités qui vont être préservées, même augmentées. On peut penser aussi à leur banque de financement du secteur privé, qui s'appelle USDFC, Development Finance Corporation, qui a un budget plus grand. En revanche, l'essentiel de l'aide humanitaire, tout ce qui est relatif aux droits des femmes, au climat par exemple, a été très fortement réduit. Donc ça, c'est pour les acteurs vraiment américano-américains. Après, la contribution américaine dans certaines institutions internationales, en effet, va être diminuée l'année prochaine. Et ces coupes budgétaires, au total, ça va représenter quelle proportion de l'aide humanitaire mondiale ? Alors, les États-Unis, dans l'aide au développement, c'était autour de 1/3 à peu près, mais les États-Unis étaient plus importants pour l'aide humanitaire, donc notamment aide alimentaire, les réfugiés. On peut penser à des pays comme la Palestine, où il y a beaucoup de zones aussi où il y a des réfugiés. On peut penser au Soudan, le Kenya accueille beaucoup de réfugiés. Donc ça, les États-Unis représentaient quasiment la moitié de l'aide humanitaire. Donc encore une fois, le débat budgétaire n'est pas terminé, mais ce qui est en jeu, c'est entre 1/3 et presque la moitié de l'aide humanitaire s'il y avait une suppression totale. Et concrètement, Thomas Melogno, est-ce que ça veut dire que la mortalité infantile va repartir à la hausse en Afrique ? Alors c'est ce qu'on peut craindre. On entend beaucoup de critiques sur l'aide au développement, il ne faut pas les négliger. Mais si on regarde sur les 20 ou 30 dernières années, sur des domaines bien précis, par exemple la lutte contre le sida, le nombre de morts qui était monté à quasiment 2 millions par an au pic de l'épidémie était tombé quasiment à 500 000. Donc il y a une division presque par 3 des morts du sida. S'il y a un retrait américain très fort, on peut craindre que les chiffres remontent. Et je dirais même chose dans la mortalité des mères ou des jeunes enfants. La mortalité infantile en 30 ans a été divisée par presque 3 aussi à l'échelle mondiale. Donc s'il y a un retrait très important, ce qui est malheureusement en train de se produire, on peut craindre qu'en effet, il y ait une hausse. Alors, sauf à ce qu'il y ait des solutions alternatives, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait évident de considérer. Dans l'urgence, la fondation Bill Gates annonce qu'elle va hisser son aide à 10 milliards de dollars par an. Mais est-ce que cet effort va compenser l'effondrement de l'aide publique américaine ? Alors, c'est vrai que c'est un effort très important qui a été annoncé par Bill Gates. Il était récemment d'ailleurs à l'Union africaine. La fondation Gates, c'est un très gros acteur du développement. Il dépensait entre 6 et 7 milliards par an. Et comme vous l'avez rappelé, ils vont monter à 9 ou 10 milliards. Donc, une hausse quand même de l'ordre de 3 milliards de dollars. Bon, c'est très généreux, il faut le saluer, mais on parle d'une hausse de 3 milliards d'un côté et d'une baisse plutôt de 30 à 35 de l'autre. Donc vous voyez que la compensation ne pourra évidemment pas être complète. Néanmoins, c'est déjà une chose qui est positive. Je crois que l'essentiel, ce sera quand même que les pays africains, asiatiques, latino-américains, mais eux-mêmes augmentent leur propre mobilisation et sauvent ce qui est essentiel de leur propre point de vue. Donc il va y avoir un moment, je pense, de vérité pour beaucoup de pays. Ce qui veut dire que beaucoup de pays en développement vont aussi devoir eux-mêmes faire plus d'efforts. Ça veut dire lever un peu plus d'impôts, ça veut dire aussi probablement mobiliser leur banque publique, leur système financier pour appuyer l'investissement davantage par leurs propres moyens. Je crois que c'est ça les enjeux de demain. Mais est-ce que cet effort de gouvernance, il va être possible dans les États qui sont gangrénés par la corruption ? C'est là qu'il y aura un moment de vérité. Je pense que les populations africaines aussi ont leur mot à dire. S'il y a des conséquences sociales en matière de santé, je pense que c'est une logique légitime qu'il y ait des débats dans chaque pays, à vrai dire, qui bénéficiait de l'aide américaine pour se dire qu'est-ce que nous, peuple de tel pays, on veut financer par nous-mêmes parce que c'est très important. Ça peut être par les gouvernements qui prélèvent des impôts. L'autre option sur laquelle on travaille beaucoup à l'AFD, c'est de soutenir les banques des pays en développement pour qu'elles puissent prendre le relais de l'investissement public. Donc il y a beaucoup de banques, on travaille beaucoup en Afrique du Sud, mais aussi avec la Banque ouest-africaine de développement, par exemple, qui sont des acteurs très sérieux et qui peuvent mobiliser l'épargne africaine, l'épargne que les gens déposent à la banque, pour financer des investissements de long terme. Je crois que c'est là aussi une accélération qu'il faut espérer anticiper pour permettre de limiter la casse, puisque c'est en effet dans cette situation qu'on se trouve. Alors justement, du côté de l'aide au développement,
développement, il y a aussi des coupes budgétaires importantes cette année, et pas seulement de la part des États-Unis. La Grande-Bretagne réduit son aide de 40%, la France de 37%. Est-ce à dire que la guerre en Ukraine mobilise de plus en plus de ressources et c'est tant pis pour les pays du Sud? Alors peut-être deux remarques. D'abord, on essaye en France et à l'AFD de moins parler d'aide au développement parce que je crois qu'il y a peu de pays qui sont demandeurs de charité. En revanche, bien sûr qu'il y a un enjeu de solidarité. On a des enjeux communs entre la France, l'Europe et l'ensemble de la planète. Comme vous l'avez dit, il y a moins de moyens. Ça, c'est une réalité budgétaire. S'agissant de la France, c'est pas tellement en Ukraine que des moyens considérables ont été mis au détriment de l'Afrique ou du reste du monde. C'est pas ce qu'on observe dans les chiffres. Mais c'est vrai, quand on a moins de moyens, on va les concentrer davantage encore vers les besoins les plus criants, vers les pays où la pauvreté est la plus forte ou les pays les plus vulnérables, en particulier au changement climatique. Donc face à la contrainte, la logique qui est la nôtre, c'est vraiment de concentrer les moyens vers les pays qui en ont le plus besoin, c'est une première chose. Et deux, dès lors qu'on peut mobiliser des leviers financiers, quand on peut emprunter pour prêter, par exemple, c'est moins cher. Donc même avec moins de moyens, on peut réussir à maintenir un niveau d'investissement qui est important. Vous voyez, donc vraiment, on va être sur les causes les plus sociales, utiliser les dons dont on dispose. Et dès qu'on est sur des financements d'investissement, essayer d'utiliser le levier d'une banque pour maintenir un niveau d'activité. Je dis ça, on a présenté à l'AFD récemment notre activité de l'année 2024, où on avait déjà eu quelques coupes budgétaires, mais on a quand même pu maintenir un niveau d'activité équivalent à celui de l'année dernière en essayant vraiment d'optimiser l'efficacité et les leviers financiers pour maintenir un niveau d'engagement à peu près constant. Voilà comment on essaie de réagir à cette contrainte. Donc priorité en Afrique à ce qu'on appelle les pays les moins avancés? C'est exactement comme ça que fonctionne désormais la coopération internationale de la France. Sur les pays les moins avancés, c'est là que vont être concentrés les moyens budgétaires, c'est-à-dire soit des dons, soit des prêts à des taux très réduits. Pour des pays qui sont un peu plus riches, on va essayer de proposer toujours des prêts, parfois dans des volumes d'ailleurs importants, mais en limitant au maximum le coût budgétaire. Mais vous voyez, pour prendre quelques exemples, l'année dernière, on a fait des très gros prêts, que ce soit au Maroc ou en Afrique du Sud, également en Côte d'Ivoire, pour financer des investissements. C'était pour les engrais au Maroc, c'était pour la transition juste en Afrique du Sud, par exemple. Donc oui, on peut rester engagé tout en optimisant le coût pour le contribuable français dans une période où les finances sont sous tension. Dans la solidarité internationale, il ne faut pas descendre trop bas, vient de déclarer Rémi Rioux, le directeur général de votre agence française de développement. Est-ce que c'est une forme d'avertissement au Premier ministre François Bayrou au moment où il est en train de préparer le budget 2026? Je dirais pas que c'est un avertissement, mais ce qui est une réalité, c'est qu'il y a certaines causes internationales où on ne peut pas utiliser les prêts. Donc pour des activités vraiment de solidarité, on peut penser protection des droits des femmes, on parlait tout à l'heure de la lutte contre le sida ou de la lutte contre la mortalité infantile. Là, c'est vraiment les dons qui vont être nécessaires pour pouvoir agir. Donc on a besoin, si on veut rester une diplomatie qui est féministe, ou qui s'engage pour l'éducation, donc on a besoin d'un soutien et d'un engagement de l'État aussi, c'est vrai. Bon, après, on s'ajuste au budget tel qu'il est, c'est la vie d'un opérateur, mais on ne peut pas tout financer par prêt. C'est vrai qu'on a besoin de dons pour les causes les plus sociales et les pays les plus pauvres. Alors, l'une des raisons de l'élection, il y a bientôt 2 semaines, du Mauritanien Sidi Ould Tah à la tête de la BAD, la Banque africaine de développement, c'est que jusqu'à tout récemment, il a présidé la Banque arabe de développement en Afrique, la BADA, ce qui veut dire que beaucoup d'Africains espèrent que désormais, les riches États du Golfe vont pouvoir combler le vide laissé par les Américains. Est-ce que c'est jouable? Alors je pense que, première chose, le nouveau président de la BAD, je pense que c'est quelqu'un qui a une forte crédibilité dans le secteur financier. Il était très actif dans le milieu international des banques. On l'a vu récemment au sommet Finance en commun, qui réunit toutes les banques de développement. Donc c'était quelqu'un déjà de très actif et de très connu, qui arrive avec une crédibilité. Et comme vous le dites à l'instant, oui, je pense qu'une partie de son mandat, ça consistera à aller chercher des soutiens pour la Banque africaine de développement. D'abord sur le continent, en Afrique elle-même, mais aussi des soutiens internationaux qui peuvent permettre notamment de financer ce qui ne relève pas uniquement du financement de l'investissement pur et sans coût. Donc dès lors qu'il y a des financements, par exemple pour l'éducation ou la santé, là il peut être nécessaire, en plus des prêts, d'avoir des produits plus bonifiés, comme on dit, donc des prêts à taux réduits ou bien des dons pour pouvoir appuyer des causes qui ne se financent pas toutes seules. Voilà. Donc je pense que ça sera en effet un de ces enjeux. On a vu à la dernière COP aux Émirats que certains pays du Golfe sont prêts à jouer un rôle international plus grand. Donc ça fait partie, je crois, des nouveaux équilibres de la mondialisation, d'un peu plus partager les coûts des grandes causes internationales, qu'elles soient sanitaires ou le climat par exemple. Donc on peut espérer que demain l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats fassent preuve de plus de générosité? En fait, c'est ce qu'on observe tendanciellement. Il y a un rôle plutôt croissant des pays du Golfe que vous avez cités, qui mettent plus d'argent maintenant, à la fois dans les institutions internationales et dans leurs propres acteurs. Donc oui, c'est ce qui est en train de se passer. Si je devais faire un pari, je pense que ça va plutôt se poursuivre. Donc l'élection à la tête de la Banque africaine de développement est un petit marqueur d'ailleurs de cette tendance. Thomas Melonio, merci. Merci à vous.